Chers amis internautes, bonsoir, bienvenue sur Point Levé. Ce vendredi, on aura à décrypter l'installation du Conseil économique et social, CES, par le président de la République, Romuald Wardani, avec l'élection de Abdoulaye Biotchane à la présidence du CES. On parlera de la déclaration de l'ancien président de la République, ancien président du parti politique d'opposition Les Démocrates, Thomas Boniaï, qui, après des hésitations, annonce siéger finalement au Sénat. On en parlera. On essaiera d'analyser ce revirement qui relance le débat sur le rôle politique de la nouvelle chambre du Parlement béninois. On parlera également de la première session ordinaire de la 10e législature. On parlera des élections à la Fédération béninoise de football, FBF. Et comme à l'accoutumée, je suis avec Zakiat Latoundji. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Bonjour à vous, Clément Atouti Adéchian. Bonjour Kader, bonjour Zakiat. Merci d'être là. Alors, on commence avec une semaine plutôt bien riche en thèmes d'information et d'actualité, comme vous l'avez annoncé, Kader. Et il faut dire que l'une des institutions de la République change de visage. Il s'agit du Conseil économique et social aujourd'hui, avec à sa tête un économiste chevronné qui prend la tête du Conseil économique et social, Abdoulaye Biotchane, ancien ministre d'État, ancien président de la BOAD, qui a été élu le 22 juillet dernier. Son profil est-il le bon pour les attentes aujourd'hui de cette institution Conseil économique et social réformé, M. Adéchian? Je vous remercie. Si vous l'appelez économie chevronnée avec tout le parcours qu'on le connaît depuis l'international jusqu'au gouvernement du président Kérékou, ensuite Boniaï, président Talon, c'est un homme politique déjà avisé de terrain, comme un technicien spécialiste de son domaine économiste. Alors, on parle de conseil économique et social. Économique pour le domaine qui est le sien, social parce qu'il est politicien chevronné du terrain. Je crois qu'il n'y a pas meilleur pour l'instant que lui pour le faire. Et évidemment, ça ne suffit pas que ceux qui étaient là pour être mauvais, ou que le président Baguedi, pour le temps qu'on l'a connu à la tête de cette institution, n'a pas fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu, mais dans la redistribution des cartes, nous sommes sur le terrain politique, et je crois que si on nous suit régulièrement sur Point Levé, nous l'avons dit ici, nous l'avons prédit ici, que le président Biotchane sera le président, et que le président Baguedi en sera le vice-président et médiateur. Donc, c'était notre prédiction. Le petit doigt... Le doigt a eu raison. Hein. Absolument, le petit doigt avait vu déjà que ça se passerait ainsi. Et que le président Biotchane, dans la distribution, dans la répartition, le premier parti politique d'envergure de la mouvance présidentielle a son président installé à l'Assemblée nationale, forcément que l'autre président, dès lors qu'il n'est plus dans l'appareil gouvernemental, doit s'installer forcément à la tête d'une institution aussi puissante. Et ne vous y méprenez pas. Le Conseil économique et social est une institution très puissante, très puissante, qui intervient énormément, qui consulte et qui a une voix délibérative qui compte. Et que Biotchane s'installe au niveau de cette institution qui coiffe tout le Bénin. Vous imaginez le nombre de départements, tous les départements du Bénin ont des représentations au niveau du Conseil économique et social, ce qui est un appareil très lourd. Et je crois que c'est la reconnaissance pour le travail qui est fait, la continuité du système Talon depuis 10 ans, qui est bonifié à travers la redistribution stratégique des cartes, comme on est en train de l'observer actuellement. Certains parlent, vous permettez, Kader, certains parlent d'une prime à la loyauté pour Abdoulaye Biotchane. Est-ce vraiment les compétences de l'homme qui sont reconnues et repositionnées à cette place, ou alors simplement une façon pour Wardani de continuer dans le sens du président Patrice Talon? Les deux. Il est compétent, c'est son domaine. Il a l'expérience, il a l'expertise du terrain. On ne peut pas le lui dénier. C'est invariablement l'homme qu'il faut à cette position-là. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui peuvent être présidents du CES, qui ont les compétences, peut-être la compétence égale. Il faut primer la loyauté. Et je crois que c'est une prime à tout ce qui a été bâti ensemble autant d'années avec le président Talon. Président du BR a stabilisé l'Assemblée nationale pour le chef de l'État avec le BR, à côté de l'UPR, qu'il ne faut pas maintenant, on n'abandonne pas les soldats avec qui vous avez été au front. Vous avez remarqué Koupaki, il est où déjà?
à la Au Chambre Sénat. haute. Alors, Biotchane devait être abandonné, mais non, lui se retrouve positionné au Sénat. Ainsi de suite. Au Conseil Mais économique comment et social. Adil Tadichian, Donc est-ce vous allez que- voir tous les soldats, toute la soldatesque qui a mouillé le maillot pour le président Donc, Talon. des remerciements politiques. des recasements, Repositionnement, pas recasement, des repositionnements stratégiques. En forme de pour remerciements aussi. Pour avoir mouillé le maillot. pour des soldats qui ont été au front et qui ont permis au Bénin d'avoir est-ce qu'ils ont été les seuls à avoir été au front? Et ils ne sont pas les seuls à être repositionnés non Mais plus. on a comme l'impression que ce sont les mêmes. Lorsque l'on lit un peu les chroniqueurs, les commentateurs de l'actualité sur les Vous réseaux parlez de sociaux, front, n'est-ce pas? on a comme l'impression que de Kérékou à Yahi, de Yahi à Talon, de Talon à Wadahi, ce sont comme si ce sont les mêmes acteurs politiques qui qu'on sont retrouve. les plus intellectuels, les meilleurs dans leur domaine, les meilleurs habilités à pouvoir diriger institutions, départements ministériels et à être au Parlement. D'accord. Alors que leur élection est tributaire du labeur d'autres acteurs politiques et d'autres D'accord, je artisans. comprends cette frénésie juvénile qui pense que c'est tous les mêmes qui sont au pouvoir. Ah oui, vous Mais appelez ça frénésie je vous le juvénile. dirai tout de suite pour dire que c'est faux, totalement faux. Ouais, c'est Parce plutôt une lecture. Non, de sous vos l'actualité. regards, cette lecture elle est biaisée parce que sous vos regards déjà, le président de la République ne fait pas partie de la machine que vous avez citée depuis le début. Mais pourquoi au sommet de l'État, à la plus haute institution de l'État déjà, le game a changé. Le président qui est positionné n'a jamais fait le système. Il est venu avec talent. Il était à Deloitte tranquillement, on l'a ramené. Mais pourquoi vous pensez qu'on peut changer déjà l'appareil au sommet et que les autres structures ne changent pas? Sauf que certains vous diront, s'ils étaient sur le plateau, que Wadahi a changé, certes, mais on a comme l'impression que c'est du talent tout cru qui se C'est construit. une impression, parce que quand vous regardez les nominations, les nominations de oui. Wadahi, ça n'a rien à voir. Il a fait une mixture intelligente, 75 ou 80-20, une mixture Pareto 80 pour lui, 20 anciens, il a essayé de mélanger. Parce qu'il a fait le système talent pendant 20 ans et il sait les soldats avec lesquels il s'est battu au front. Pendant 10 ans, oui. Il sait les soldats avec lesquels il s'est battu au front. Il ramène ceux-là qui sont utiles, mais ceux qui ont déjà usé les os. Il dit, bon, vous pouvez aller vous recaser ailleurs, je n'en aurai pas besoin sur mon front. La preuve, Alors, il n'a pas récupéré un très bon ministre comme ministre de cadre de vie. Ça a étonné plus d'un. Il est conseiller au palais. Recasé aussi. Voilà, Oui, je encore. crois que là, dans ce sens, Voilà. le terme recasé a son sens. Mais- Ça sonne mieux dans Donc, votre bouche. on retrouve les mêmes acteurs. Non, mais L'autre attendez. chose qui a attendez. été objet Quand vous êtes de polémique, de quand controverse. vous avez été utile et que vous avez de l'expérience, tout ce qu'on peut faire de vous, c'est d'être dans le back-office pour donner des conseils aux jeunes qui sont au front office. Mais il faut avoir été à l'expérimentation avant d'avoir de l'expérience. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi, alors vous devez comprendre qu'au front office, on a mis de nouvelles personnes. Parce qu'on a besoin, sur le champ de bataille, d'envoyer les généraux à la retraite. À la retraite. Et un général, de principe, ne va pas à la retraite pour se taire. Il est toujours un soldat de réserve. À chaque moment, quand il y a bataille, on rappelle Donc, le général. Donc, Depuis repositionner, 2018, Clément Adil Tadichian, on a effectué au Bénin une réforme politique pour revoir un peu le système partisan qui contraint les acteurs politiques à se muer au sein des formations politiques pour qu'ils puissent avoir le part de pouvoir politique à travers les partis politiques. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, on a comme l'impression que les partis politiques sont comme une administration politique régentée par quelqu'un dans l'ombre. Non, ce n'est pas le cas. C'est ce que vous pensez, mais ce n'est pas le cas. On a fait les réformes politiques, tout le monde a intérêt à s'y conformer. Les démocrates s'y étaient conformés à un moment donné, ils ont drainé près de 28 députés à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, ils sont allés aux législatives, ils n'ont rien eu. Mais sauf que la loi qui les a un peu essorés, pour ainsi dire, a été votée au moment où ils étaient là. Ils ont été témoins de ça. Ils n'étaient pas majoritaires, hélas, pour empêcher cette loi de les étrangler. Mais il faut reconnaître que lorsque vous êtes sur un terrain politique, chacun pousse les pions à vouloir gagner coûte que coûte. Je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas bon de pouvoir éliminer systématiquement une voix discordante au sein d'un parlement. Je le pense encore. Elle a été éliminée alors? Et je l'assume. Malheureusement, le jeu démocratique est ainsi fait que le plus fort travaille toujours à être fort pour écraser le faible. Dans tous les pays du monde, ils ont été écrasés. J'en suis malheureux.
je n'en suis pas pour, mais ils ont perdu. Ainsi va le jeu démocratique. Oui. Ils ont perdu sur quel terrain? Est-ce qu'on a tronqué leur voix? Est-ce qu'on a volé leur suffrage? Non. Les jeux étaient déjà pipés depuis le Parlement. Parce que réussir à avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales n'était pas un challenge gagné d'avance. Ils le savaient eux-mêmes. Ils y sont partis. Les élections où ils pouvaient essayer de titiller un peu, où cette restriction n'existait pas, c'était les élections communales. Mais les élections communales, bon, la Sénat a essayé, en démêlant les écheveaux, de retrouver qu'ils ont farfouillé les dossiers. Et ça n'a pas permis de les retenir pour aller aux élections communales. Pascal Essou, deuxième vice-président, vous l'avez prédit également par le passé. Exactement, mais oui. Est-ce que vous ne voyez pas, lorsqu'on parcourt toutes les éminentes personnalités politiques qui sont au sein de ce Conseil économique et social, est-ce qu'il n'y avait pas autre figure? Alors, vous arrachez la médiature à Pascal Essou. Est-ce que la République est un gâteau au point où, lorsque l'on enlève quelqu'un de quelque part, il faut forcément lui trouver quelque part comme consolation? La République est une sommation de personnes bien avisées qui ont accumulé l'expérience et qui ont quelque chose à apporter pour l'édification de l'œuvre commune. Alors, dans ce contexte, lorsque vous avez un Essou qui a été médiateur de la République, ça veut dire qu'il a encore beaucoup d'expérience à apporter. Ce n'est pas un gâteau. Il n'est plus médiateur, mais il faut qu'il apporte cette expérience ailleurs. Il n'est pas seul. Mais le président Amouda aurait pu l'être aussi. Mais au choix, on a préféré voter pour Essou. Pascal Essou. Le vote était démocratique. Peut-être Amouda aurait pu l'emporter. Mais c'est chaud là. Et Pascal Essou qui l'a emporté. Moi, je n'ai rien contre parce qu'il avait de l'expérience à apporter. Amouda aurait pu en apporter aussi. Je crois qu'ainsi va le jeu démocratique, comme on l'avait dit tout à l'heure. Et là, vous avez parlé du deuxième vice-président, mais il se trouve que le premier vice-président est l'ancien président du Conseil économique et social. Quelle lecture vous faites de ça? Nous l'avons dit ici, nous l'avons expliqué. Il devient expliqué. Maintenant dans cette position le médiateur de la République. Et on l'avait vu quand même très actif lorsqu'il était médiateur de la République. Et président du CES. Président du Conseil économique et social. Absolument, raison de plus. Comme on l'a vu très actif, alors vous lui arrachez plus grand et pour le ramener plus petit, je crois que vous ne le ferez pas encore davantage et encore plus petit. Donc tout ce qu'on peut lui donner, c'est qu'il a l'expérience accumulée au niveau du CES et puis mettre ça au profit de l'arbitrage. L'arbitrage attendu du médiateur. Je crois que il va le faire très bien. Parce qu'on l'a vu, président du CES, il était très efficace. Et il va être encore davantage efficace en tant que vice-président d'abord du CES. Ça veut dire qu'il continue toujours pas jouer son rôle. En tant que CES et mieux, il a une casquette supplémentaire de médiateur de la République. Je crois que il faut comprendre ça comme ça. Il faut comprendre les choses ainsi que le jeu démocratique se fait autour d'abord des personnes les plus habilitées à conduire le challenge. Ensuite, on en rajoute au fur et à mesure de nouvelles personnes qui évoluent, qui conduisent la barque. Ils rentrent dans le train en cours de route, d'autres descendent, d'autres y rentrent, d'autres descendent, d'autres y rentrent. Vous allez voir que ce n'est pas les mêmes personnes en fait. On a l'impression, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Ça change. On retrouve quand même des anciennes personnes qui reviennent. Absolument. On a parlé le nouveau préfet de la dernière fois qui est en contentieux avec l'autorité de régularisation. Celui du département du Zou. Le préfet du Zou, c'est un nouveau, non? Oui, tout à fait. Mais il est préfet, n'est-ce pas? Mais il y a des gens comme lui, il y a des nouveaux qui sont arrivés. Vous allez voir qu'au niveau des ministres conseillers, on a enlevé plein d'anciens, on a ramené de nouveaux. Quelques-uns. Qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est un message qu'on fait, un message intelligent pour que les nouveaux qui arrivent apprennent auprès des anciens et que progressivement on enlève les anciens, les nouveaux continuent et d'autres nouveaux arrivent encore. Et c'est comme ça. Si vous ne le faites pas comme ça et que vous faites un balayage systématique, cette ritournelle de jeunes, oui, nous avons constaté que c'est les mêmes qu'on met en place, et puis c'est comme si les jeunes ne peuvent rien faire. Bon, on en a trop entendu. Les jeunes peuvent faire quelque chose, mais les jeunes apprennent à côté des anciens. Apprenez d'abord avec les anciens, et les anciens ne sont pas immortels. Rien que par leur âge. Donc, les jeunes doivent prier que les anciens meurent d'abord. Pas besoin. Non, que pas les besoin. Jeunes, alors, on va dire les jeunes, que les anciens soient inactifs d'abord. Les jeunes doivent insister pour apprendre auprès des anciens. Comme on dit, mais ils sont à leur côté dans les partis politiques. La nouvelle corde se tisse au bout de l'ancienne. C'est bien ça. Ils sont dans les écoles de partis à leur service. D'abord, rester aux côtés des anciens, apprendre et que les anciens acceptent aussi de laisser la place aux plus jeunes. Par exemple, prenez le Sénat actuel. Vous avez les octogénaires qui sont là. Les octogénaires qui sont là. Et à côté,
Vous avez les jeunes loups, comme Charles Tokor, comme le président de la force Cori. Mais pas si jeune que ça. Oh, Quand si, on parlait si. de Charles Tokor, il est-ce a son qu'ils sont parcours, si il a jeunes? son parcours, il Oui. a son histoire. Alors, quand vous prenez le président Soglo qui a dépassé les 90 ans, d'accord? Quand vous prenez le président Humbedji, quand vous prenez le président Bruno Amoussou, quand vous prenez Djiko Laolé, quand vous prenez, j'ai dit Bruno Amoussou, j'ai dit Mathurin Kofinago, Djiko Laolé, Louis Vlavonou, vous prenez ceux-là. Et que vous avez l'impression... Et Robert Dossou, attention, vous le voyez très à l'aise comme ça, très jeune, mais Robert Dossou a dépassé les 80 ans il y a un bon moment. Tu dois Wolo. Et que vous êtes au milieu de ces octogénaires et plus, et qu'à côté, vous avez des jeunes de 60 ans. Mais enfin, c'est des bébés. Donc, c'est des bébés. Les plus jeunes. Et ceux qui ont 40 ans dans la République? C'est des bébés. Ils ne sont pas jeunes? Mais ils ne se retrouvent pas au Sénat. Ceux qui ont 40 ans dans la République. On avait par exemple le candidat des démocrates qui avait 43 ans. Oui, pour l'élection présidentielle. L'avocat Renaud Akodjo. Oui, mais il n'a pas été aux élections. Il est resté dans un camp, malheureusement, qui n'a pas gagné. Vous ne voudriez pas quand même qu'on aille tendre la main à tout le monde pour amener au Sénat. Le Sénat, c'est 25 places. Et on ne peut mettre que 25 personnes. Alors, tout à l'heure, on va à côté revenir... des octogénaires et plus, 80 et plus, je vous l'ai dit. Et quand on y met, on embrasse avec les 60 ans, c'est des bébés. Alors, il est prévu également qu'on parle du Sénat, hein, mais avant, on va peut-être voir rapidement et clôturer avec le dossier sur le Conseil économique et social, en tout cas le chapitre du Conseil économique et social. On a entendu le président Abdoulaye Biot-Tchane présenter 4 priorités pour son mandat de 5 ans, notamment dialogue interinstitutionnel, proximité citoyenne, ouverture diplomatique. Concrètement, qu'est-ce qui va changer dans le quotidien des Béninois avec ce Conseil économique et social rénové? Vous voulez mon avis? Vous voulez que je sois sincère? Bien sûr. Rien. Alors, ça sert à quoi alors? Vous avez dit qu'est-ce qui va changer? Oui, qu'est-ce qui va changer? J'ai dit rien. Mais si rien ne change, les institutions nous servent à quoi? Le CES ferait exactement ce qu'il avait l'habitude de faire. Ce que vous me demandez, c'est qu'avec Biot-Tchane, quelle sera la valeur ajoutée, c'est ça? Ben, il n'y aura rien en plus. Le CES fera ce que... Mais vous avez dit tout à l'heure que c'est un économiste chevronné, qu'il est à la tête de l'institution. Est-ce que tout... Non, mais ça ne signifie pas qu'il va faire si rien ne change de Kononag Badidi à Abdoulaye Biot-Tchane... Non, il ne fera aucun miracle extraordinaire. Le CES, je vous ai dit, a une voie consultative. Tout ce que le CES peut faire, c'est de se servir du budget qu'on met à sa disposition pour faire entendre le volet social et économique des actions que le gouvernement mène. Ils vont essayer de le faire comme ils le font. Le président Biot-Tchane avait déjà l'aptitude en tant que politicien à faire ces choses-là sur le terrain. Il va seulement utiliser les canaux qu'il avait davantage avec ce que les textes sont prévus par rapport au CES et il le fera. Mais est-ce qu'il va faire quelque chose de si extraordinaire qu'on n'a jamais vu au CES? Non, mais il n'y aura rien, de nouveau. Mais alors, si vous voulez, je vais poser peut-être la question autrement, d'accord? Oui. Est-ce que l'institution aujourd'hui a les moyens d'être écoutée par le pouvoir exécutif? Alors, l'institution, à un moment donné, a toujours proposé, avant toute loi qui doit avant tout projet de loi venant du gouvernement pour aller à l'Assemblée nationale, quand c'est un projet de loi, à caractère économique et social. La Constitution fait obligation de l'envoyer au CES. Le CES siège et envoie son avis. Organe consultatif. Oui, envoie son avis consultatif. Le seul problème que la Constitution n'a pas réglé, ni la Constitution d'avant, ni la Constitution d'après n'a pas réglé, c'est que c'est un avis consultatif. Et un avis consultatif n'est pas un avis motivé. Ça signifie qu'on n'est pas tenu d'en tenir compte. Ça, voilà. On lit, ah oui, bon, c'est bon. Ah oui, ça c'est bon, on prend. C'est bon, on prend. Mais l'idéal, c'est d'en tenir compte parce que, vous les avez, les gens ont été installés pour être en contact avec la société, avec les populations au plus profond. C'est là qu'interviennent les départementaux au niveau du CES. Ils apportent des informations assez importantes du bas peuple vers le bureau national du CES. Alors, lorsque l'institution siège et donne des avis importants sur le fonctionnement de l'État et de la gouvernance sur le plan économique et social, normalement, toute loi qui doit aller à l'Assemblée nationale doit pouvoir en tenir compte. Mais je dis, la Constitution n'a pas dit que ça a un caractère obligatoire. C'est un caractère consultatif. Ce n'est pas la même chose, par exemple, lorsque vous envoyez une loi qui a caractère juridique, par exemple, je suppose le code de l'information, avant que ça aille à l'Assemblée nationale, ça doit faire son circuit obligatoire d'aller à la Cour suprême pour avoir un avis. Ce n'est pas la même chose.
dans ce cas, l'avis de la Cour constitutionnelle, c'est un avis conforme. Un avis que vous devez suivre. Alors, Parce si que vous permettez, là, c'est les spécialistes de droit qui disent qu'on ne met pas, par exemple, l'alinéa A à la part de l'alinéa B, vous devez changer. Pour C'est pas la même le chose. fond soit vraiment Voilà, adéquat exactement. et bien structuré. Voilà. C'est Alors, pas on la va même parler chose maintenant. avec le CES. Je sais que dans les semaines à venir, on continuera à parler encore du CES parce qu'il y aura des sujets d'actualité, c'est sûr. Les premiers pas qui seront posés. Les premiers pas, certainement. Mais on va avancer avec le deuxième sujet prévu pour aujourd'hui. En l'occurrence, Boni Yayi, ancien président de la République, qui accepte enfin de siéger au Sénat parce que c'est plusieurs mois d'hésitation. On a vu Boni Yayi annoncer qu'il siégera finalement au Sénat comme membre de droit. Quelle est votre lecture de cette actualité? Alors, ma lecture est simple. Boni Yayi a fonctionné avec une logique progressive. La première, je n'irai pas. La seconde, j'irai, mais la troisième, j'irai finalement. Alors, je peux supposer qu'à chaque phase de cette décision, de ces différentes décisions, il a eu des consultations, des situations qui ont motivé cette déclaration en ce moment-là et des accords qu'il a pu obtenir par rapport à un certain nombre de principes qu'il défend fondamentalement. Alors, je ne pense pas qu'avec l'expérience du président Boni Yayi, il l'aurait fait juste pour ses propres intérêts personnels. Alors, ce que le président Boni Yayi défend de façon globale, si je me retrouve dans ce milieu-là, comme un panier à crabe, je n'aurai pas ma place, je n'aurai pas ma voix. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas en tant qu'opposant? Alors, il comprend, en tant qu'ancien président, c'est un acquis de droit qui doit siéger là. Ce n'est pas qu'il est nommé. C'est une place qui lui est dédiée, qui lui est réservée. Alors, s'il laisse cette place-là, il le fait au détriment des espoirs qui sont placés en lui, par exemple. Et c'est lui qui en répondra encore devant le peuple. À un moment donné, on lui demandera, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour nous défendre au moment où tu avais une occasion d'aller t'asseoir à une institution où que tu n'as pas volé, une place que tu n'as pas survolée, une place qui t'est réservée parce que tu es ancien président, où tu pourrais moins placer ta voix. Tu peux au moins sortir pour faire une déclaration pour dire j'ai défendu telle position, mais je n'ai pas été écouté. Alors, Boni Yayi a réfléchi à tout ça. Et puis il a consulté, n'oubliez pas, le président Talon pendant longtemps, pendant un bon moment, surtout dans la période électorale. Vous avez vu qu'il n'a pas fait beaucoup de déclarations, les démocrates ne sont pas allés aux élections, le président Boni Yayi a été malade dans la période, il est allé se soigner dans la période, les élections sont passées dans la période, et il est revenu après la période. Alors, donc... Coïncidence heureuse ou malheureuse? Oui, parfois, l'état de santé fait du bien. Parfois, pour certains calendriers. Bon, c'est arrivé. On ne peut pas réguler notre état de santé. On ne peut pas demander à tomber malade quand on veut. C'est quand ça vient. Donc, il était tombé malade dans ce calendrier-là, en ce moment-là. Ça, ce n'est pas de notre volonté, en fait. Ça s'impose. Oui, voilà. Sauf que la période a fait que on avait besoin de lui, on avait besoin de l'entendre, on avait besoin de l'entendre, on avait besoin qu'il défende vaillamment sa liste qui ne va pas aux élections. Alors là, il se fait entendre par rapport à son entrée au niveau du Sénat. Il dit qu'il va se faire entendre, qu'il y va à quelques conditions. Mais déjà, il nous en parle, parce qu'avant, c'était non, je n'y vais pas. Voilà, j'y vais pour me faire entendre. J'y vais parce que je vais pouvoir défendre des valeurs. Je vais pouvoir défendre des compatriotes qui sont en prison. Je vais devoir défendre des compatriotes qui sont en exil. Il faut que j'y sois pour les défendre. Ça, c'est déjà ça. Nous savons pourquoi il y va désormais. Avant, on savait pourquoi il ne voulait pas y aller. Maintenant, c'est pourquoi il y va. C'est très important. Moi, je pense quand même que la politique de la chaise vide, elle est toujours dangereuse et désastreuse. Il faut l'éviter. Alors, avec cette acceptation de Boni Yayi à siéger au sein du Sénat, aujourd'hui, cela relance quand même le débat sur le rôle politique de cette nouvelle chambre du Parlement béninois. Et donc, on s'était de savoir quelles sont les espérances que l'on peut placer en cette chambre-là quant à la libération de détenus et exilés dits politiques. Alors, d'abord, la volonté de la libération de détenus que vous appelez politiques ou exilés politiques. Pas que j'appelle. Parce que le gouvernement ne voit pas les choses. Qui sont qualifiés de politiques. Pas qui? Parce que le gouvernement ne voit pas les choses de la même manière. Ils sont passés devant des tribunaux de droit commun. Ils ont été condamnés sur des faits connus, qualifiés par les juridictions. Alors,
Si on y va toujours avec le langage, avec le vocable de détenus politiques, je ne crois pas que tout de suite, en face, il y aura des interlocuteurs pour les écouter. Je crois qu'il faut faire entendre les choses autrement, avec le vocable qui s'y est. Il y a le langage de la négociation, le langage de la diplomatie. Et je crois que le président Boni Yayi a compris ces choses-là depuis un bon moment. Vous ne l'entendez plus parler en désordre. Et il ne parle que quand il faut parler. Donc il sait désormais qu'en tant qu'ancien chef d'État, il y a les moments où on place les mots. Il y a le moment où le silence est utile. Il y a le moment où quand vous parlez pour obtenir. Donc il sait comment dire ces choses pour les obtenir. Effectivement, il est temps que certaines personnes qui sont restées longtemps à l'étranger puissent revenir au pays. Mais ça doit d'abord partir de la volonté du chef de l'État, pas du Sénat. Le Sénat ne peut pas se lever, décréter et dire, bon, nous voulons que vous nous fassiez rentrer les exilés qui sont hors de nos frontières. Non, le gouvernement peut introduire une loi d'amnistie qui va commencer par la Chambre basse et qui va revenir en dernier ressort au niveau du Sénat. Et le Sénat va décider, oui, je valide cela, on peut aller de l'avant. Mais l'action doit être déclenchée d'abord. Mais est-ce qu'avec le Sénat, il n'y a pas un nouveau dessin ou un rééquilibrage des pouvoirs politiques, notamment entre le Sénat, le Parlement et l'exécutif? Pourquoi ne pas dire le Parlement, le Sénat, l'exécutif et la Cour constitutionnelle, attention, qui est aussi au milieu là, qui est un arbitre essentiel, qui est garant de la régularité de la Constitution. Donc la Cour constitutionnelle, elle est là. Une partie de ses attributions, une partie a été rongée par le Sénat. Une partie a été est-ce qu'à un moment, on ne et risque pas il a gardé face à une partie de ses attributions. Est-ce qu'on ne sera pas face à un conflit d'attribution, par exemple? Non, il n'y aura pas de conflit d'attribution, puisque la Cour constitutionnelle a écrit noir sur blanc ce que chacun doit pouvoir faire la Constitution. En pareilles circonstances par rapport à nos crises, par rapport à nos lois, par rapport au fonctionnement des institutions de la République. La Cour et la Constitution l'a décrit. Et je crois qu'on ne l'appelle pas Cour constitutionnelle pour rien. Ça signifie que le premier garant du fonctionnement de la régularité de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Alors, et le Sénat et l'Assemblée nationale faisant partie des institutions de la Cour constitutionnelle, je crois que le seul arbitre encore, c'est la Cour constitutionnelle. Ça, c'est clair. Il n'y aura pas de chevauchement au-dessus. Le Sénat peut rendre une décision et la Cour constitutionnelle peut dire c'est contraire à la Constitution. Ça, c'est clair. Donc, il faut qu'on s'entende là-dessus. C'est la Cour constitutionnelle qui a le dernier mot. C'est l'institution de régulation de toutes nos institutions et qui a la valeur... L'arbitre institutionnel. Pardon? C'est le seul arbitre que nous avons institutionnellement. Donc, il n'y aura pas à se faire marcher dessus. Si vous marchez sur la Cour constitutionnelle, il dira que avoir marché sur lui est anticonstitutionnel. En conséquence, levez vos pieds. Vous me piétinez. Donc, chacun saura rester dans son couloir exactement. Conformément Donc, ça ne posera pas de problème. Alors, pour revenir à votre préoccupation, je crois que l'équilibre, il y en aura, ça c'est sûr. Parce qu'au moins, on sait qu'à l'Assemblée nationale, c'est presque ou totalement monocolore. Mais au moins, on sait qu'au Sénat, ce n'est pas monocolore. Il y a quelques voix de l'opposition. Il y a des voix de l'opposition, dont le président Yayi Boni lui-même, le président de la force Kori.BD émergent, et il ne va pas quand même... Beaucoup le voient pas comme mais alors, trois anciens présidents maintenant, hein, on a le président Patrice Talon, le président Nicéphore Soglo, et maintenant le président Boni Yayi, tous membres de droit. Ce Sénat... Et ils ne sont pas membres de la mouvance présidentielle, ni le président Soglo, ni le président Hongwedi. Rappelez-vous. Ils ne sont pas membres de la mouvance présidentielle. Donc, c'est des personnes qui ont envie de parler. Le PRD a l'Union Alors, est-ce là un symbole On a toujours vu les déclarations du président le président Denis Hongwedi. D'accord? On a toujours vu ces déclarations à lui. Quand il veut prendre la position, c'est quelqu'un qui a appris à être honnête. Et qui dit les choses clairement, tel qu'il pense. À son âge, lorsque vous avez l'âge où vous vous approchez beaucoup plus de la félicité éternelle, c'est-à-dire vous communiquez directement plus avec Dieu que certains en fait. Donc, il y a une hauteur vraiment dans les interventions. Dieu vous entend plus, Dieu vous voit mieux, parce que vous vous approchez plus de lui. Et quand on est dans cette posture... Ça reste à démontrer ça. Alors, c'est ce que ça doit être. Sérieusement. Oui, c'est ce que ça doit être en fait. Parce que quand tu as 90 ans, quand tu as 80 ans et plus, tu n'as pas la même espérance de vie encore que quelqu'un qui a 50, qui a 40 ans. Ça, c'est sûr. Alors, le physique, pour le schématiser dans un langage un peu plus compliqué pour vous, alors, à un moment donné, le corps physique commence par vous abandonner. Vous n'existez plus physiquement. Vous n'existez plus qu'esprit. Parce que nous sommes faits d'entités de corps et d'esprit. J'oublie l'âme pour l'instant. C'est un autre débat.
le corps et l'esprit. Alors, lorsque nous sommes corps et esprit, plus vous vieillissez, plus nous vieillissons, le corps nous abandonne. Mais il y a une entité qui ne vieillit jamais. C'est l'esprit. Et l'esprit appartient à qui? À Dieu. C'est l'esprit qui nous lie à Dieu. Mais là, on plus nous découvre vieillissons, vos capacités de plus spirituel. nous vieillissons, Madame Zakia, prenez de la graine. Plus nous vieillissons, plus notre esprit se rapproche normalement de Dieu. Le seul problème, il n'y a pas que Dieu, l'entité invisible. Et il y a parfois des interférences. Il n'y a pas que Dieu, l'entité invisible, qui attend de nous accueillir. C'est à nous de choisir. Et moi, j'estime que pour la sagesse et la magnanimité de ces personnes, quand ils étaient actifs, ça cumule certaines expériences pour que l'interlocuteur valable qu'ils auraient en face soit Dieu. Parce que si c'est l'autre, c'est dangereux pour nous, en fait. Alors, Kader, je veux espérer que ça ne soit pas l'autre. Parce que quand ce n'est pas Dieu, c'est l'autre. Alors, je ne voudrais pas que ce soit l'autre. Kader, je propose qu'on trouve un autre plateau pour apprécier la dimension de spiritualité de notre invité sur un autre plateau plus approprié. Mais pour l'instant, là, on s'intéresse au décryptage de l'actualité. Je crois en Dieu et je crois à tout ce que Dieu nous dit. Comme nous tous, nous croyons en Dieu. Mais lorsqu'on revient sur la question du Sénat, est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui toutes les institutions acquises à la même cause politique? Lorsque nous voyons la composition du Sénat, on sait que majoritairement, ils sont des ex-partisans de Patrice Talon et donc approbateurs de la gouvernance de Romuald Wardani. Le Parlement, on sait qui le dirige. Le Conseil économique et social, on sait également qui le dirige. La Cour constitutionnelle, certes, mais est-ce que lorsqu'on regarde aujourd'hui tout ceci, est-ce qu'on ne peut pas dire que toutes les institutions sont dans... je vous ai déjà répondu. Non, vous prenez du plaisir à me poser les mêmes questions chaque fois. Je vous ai dit non. L'Assemblée nationale est monocolore, certes. Mais le Sénat, vous avez dit tout à l'heure presque... Le Sénat, non. Le Sénat, non. On vient de le démontrer tout de suite. Le Sénat, non. Donc, en conséquence, nous fondons l'espoir du pays sur le Sénat pour équilibrer les choses. Pour que de temps en temps, on puisse avoir des voix discordantes. Et il en sera ainsi, sur la base de la foi que nous plaçons aux sénateurs. Aux sénateurs. Aux différents sénateurs. De toutes les manières, certains comme je l'ai dit, certains qui ont eu l'occasion de nous le prouver dans leur prise de parole, le président Sokolo, le président Robert Dosso, s'il vous plaît. Alors là, je le respecte énormément. Le président Wolo, quand même, juriste chevronné, historien de notre cour constitutionnelle que nous connaissons, de notre droit constitutionnel, alors il ne peut pas s'asseoir à ces niveaux pour venir nous sortir des langages clandestins. Non. Ils nous parleront en des langages que nous comprendrions, que le peuple saluera, que le peuple reconnaîtra, que le peuple verra comme vraiment comme une institution qui au moins va contrebalancer le Parlement. Ça, c'est sûr. On en parlera davantage dans les jours à venir. Pour l'instant, on va s'intéresser au bilan de la première session ordinaire au niveau de l'Assemblée nationale 10e législature, 12 semaines de travaux, et le président Joseph Diogbenou parle d'un bilan positif. La loi de règlement du budget 2024, une loi de finances rectificative, le code des forêts et de la faune adopté à l'unanimité, pour citer ces quelques exemples. Quel jugement vous portez sur cette production législative? Alors, la loi rectificative des finances, les deux premières que vous avez citées, ça fait partie de la routine. Oui, le règlement du budget. Oui, la loi de règlement et la loi des finances rectificatives. Un président s'installe, il y a des institutions qui sont installées. Le Sénat n'existait pas avant. Le budget qui a été voté en décembre 2025 ne prenait pas en compte le Sénat. C'est normal qu'il y ait une loi rectificative qui intégrer pour le nouveau Sénat un budget pour leur installation, leur fonctionnement jusqu'à la fin de l'année. Ça se comprend aisément. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à saluer. Il n'y a pas du tout que ça saluer là. Maintenant, à partir du code, le nouveau code de la forêt, des forêts, de la faune. Ça, par contre, ça commence pas à être sérieux. Parce qu'il y a longtemps qu'il faut qu'on commence par avoir un code à ce niveau, parce que ça braconne, ça vendange, ça prédate dans tous les sens et en désordre, et il n'y a rien qui puisse encadrer cela. On avait une ancienne loi, les forestiers avaient une ancienne loi, mais avec beaucoup de confusion
On peut quitter n'importe quel pays et aller signer un contrat avec... ça s'appelle comment déjà, ce qui est au Carrefour PK3, là, la direction des eaux et forêts, là, qui est là. Il y a l'ONAB. Ils sont bien faits pour être ensemble. Vous avez l'ONAB à côté et vous avez les forestiers ensemble. C'est les deux qui gèrent le bois, en fait. L'un surveille le braconnage à l'intérieur des bois et l'autre vend le bois. Donc, c'est bien fait. Ils sont collés, ils sont ensemble. En fait, n'importe qui pouvait quitter n'importe quel pays, disposer de nos bois et les envoyer, les transformer, nous les ramener, nous les revendre cher. Je crois qu'avec le nouveau code, il faut le reconnaître. Je n'ai pas encore lu profondément pour voir que ce code nous protège notre faune et notre flore, vraiment comme il y est, et qu'on peut maintenant donner plus de la valeur, de la crédibilité à nos forêts et à nos ressources naturelles et qu'en conséquence, on ne peut plus venir quitter n'importe quel pays, n'importe quel horizon et venir démembrer, dessoucher nos bois et partir avec, les retravailler, les retraiter et les ramener encore pour les revendre au prix cher. Je crois que ce code-là aurait réglé ce problème. Moi, j'apprécie cela. Alors, quand je prends la loi sur l'environnement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le Béninois est trop désordonné. Il défèque partout. Il sort son kiki là où il a envie d'uriner et il urine là, on regarde, il s'en fout. Il se fout même que vous le regardez. Il a fini de boire sa bière et il est là, tranquillement. Et là, il s'étend et puis il arrose le trottoir. Oui, mais à côté de tout ça, est-ce qu'on a vraiment les infrastructures appropriées pour permettre aux Béninois de... Est-ce que parce qu'on n'a pas d'infrastructures appropriées, que parce que tu as fini de prendre tes 4 ou 6 bouteilles de bière, qu'il faut se pointer sur le goudron au bord du trottoir et l'arroser? C'est de l'incivisme, mais c'est des mesures à accompagner. La buvette où tu as fini de boire, tu pouvais uriner là, il laisse la buvette là et il fait exprès et de se pointer, d'ajuster son tuyau, son vilain matricule directement au bord du goudron et il arrose au donc regard de tous. Ça, je crois qu'il faut quand même punir avec la dernière rigueur des personnes comme ça. Donc, vous êtes approbateur des interpellations. Il fut un temps, quand on traversait Accra, on avait honte d'être béninois. C'est ça. Je l'ai fait une fois dans une voiture. Je crois que j'avais faim. J'ai pris à Flao du maïs emballé dans un sachet. Et je mangeais dans la voiture, je passais. On était dans une voiture personnelle. Et j'ai fini de manger le maïs. Le mégot était dans mes mains. Avec le sachet, j'ai descendu ma vitre, j'ai jeté. On m'a rattrapé à 12 km plus loin et on m'a ramené en arrière. Les policiers nous ont rattrapés. Ils nous disent follow us. Qu'est-ce qu'on a encore fait avec follow us ici maintenant? On a follow. Donc, on follow. C'est notre détritus qu'on a jeté nous-mêmes. Il dit ramasser ça vite fait. Qu'on a ramassé. Mais j'avais honte. Et ils nous ont excusé, qu'on est béninois, on ne comprend pas que si on refait ça, qu'on nous attrape là, on nous fait balise, on arrache la voiture, on nous punit. Mais depuis ce jour, moi, je n'ai plus jamais fait ça quand je me pied à Accra. Mais au Bénin, ça ne se faisait pas. Maintenant, je crois qu'au Bénin, je peux être fier et ça me permet de savoir pourquoi on commence par devenir ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Je comprends ça aisément aujourd'hui. Et avec ça, on ne sera plus la ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest, on sera la ville la plus propre de l'Afrique. Et peut-être du monde bientôt. Oui, parce que désormais, plus personne ne sera capable de jeter son mégot de cigarette au bord de la voie, de pisser n'importe comment en désordre, ou de manger de l'arachide. Je crois qu'on a parlé même des crachats dans la rue. Verser des eaux usées. Vous êtes dans des quartiers, vous ne pouvez pas vivre avec le voisinage, mais ils vous torturent. Il finit de préparer sa pâte, il en ramasse tous les déchets. La pollution environnementale. Oui, la bonne dame, elle sort, et sort son paille nouée sur la poitrine en chantant, et elle s'en fiche, et vous devez piétiner ça, vous. Donc, c'est des comportements... Non, c'est de l'incivisme. Donc, c'est pour régler ces problèmes de comportement, on n'a pas besoin d'abord de s'interroger sur les infrastructures qui sont installées, mais non. Les infrastructures, maintenant, viendront corriger. J'ai vu des plans en perspective au niveau de... Je connais la municipalité de Cotonou, et j'ai vu qu'il y aura des toilettes publiques qui vont être installées à Cotonou. Il y a Calavi, d'ailleurs, qui vont être installées pour permettre aux citoyens, aux bons citoyens, de pouvoir y aller déposer leurs besoins, peut-être contre 50 francs, 25 francs ou 100 francs. Ça ne coûte rien de mettre à l'intérieur et ça sous
vous faites votre Se besoin mettre à l'aise, tranquillement. Et puis, correctement. parce qu'il faut quand même payer, il faut des gens pour C'est venir ça. nettoyer, Il faut ramasser au fur et à entretenir, mesure. Il paraît qu'il y a des gens aussi, entretenir. quand ils entrent, ils ne sortent pas vite. Hein. Mais ce n'est pas un problème, il finira par sortir. Bon, il finira par sortir. Mais quelle est Parce la... que d'autres seront alliés et seront en train de lui défoncer la porte dessus. Il y a plusieurs lois quand même, loi portant répression du faux monnayage et des atteintes aux signaux monétaires. Nous avons également la loi modifiant la loi organique sur le Conseil économique et social, modifiant la loi sur le médiateur de la République également, le code électoral qui consacre l'abrogation des dispositions relatives à la Sénat. Bon, lorsqu'on prend tout cela, certains commentateurs reprochent à nos députés la qualité de la production législative. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, au contraire. Pour cette législature, comme je vous l'ai dit, il y a des lois utiles, à savoir régler rapidement le problème de la Sénat. Ça a été fait. Ça a été utile. Il fallait régler ça. Lorsque le CES doit maintenant désormais faire une jonction avec le médiateur, c'est utile. Il faut régler ça rapidement. Lorsque le médiateur, la médiature dans sa forme actuelle doit disparaître pour s'adjoindre au Sénat, il faut régler ça. Parce que si vous ne continuez pas à laisser le ministère de la République comme loi tel que ça se présente là, on aura deux institutions qui vont s'affronter. Donc ce qui a été fait est utile. Si les diagnostics sont partagés, est-ce que les thérapies apportées sont véritablement partagées aussi? Bien sûr, bien sûr. Pour le moment. Pour le moment, je crois que ce qui a été fait, quand vous prenez par exemple, moi j'étais content d'avoir payé du Gary à Savin en revenant de Parakou. Je n'ai pas fait exprès, puis je devais remettre 23 000. Donc 20 plus 3 000. Mais sur les 3 000, il y avait 2 billets. Les 2 billets de 1000 étaient bien scotchés, déchirés et scotchés. J'ai remis à la dame. Il était content de prendre mes 2 flambants billets neufs de 10 000. Mais quand il est tombé sur les billets de 1000 francs, il prend, il les étire, il me logne. Moi aussi, j'attendais. J'attendais. Si c'était avant, elle m'aurait plié pour dire, monsieur, je ne prends pas. J'étais tranquille. La dame me regardait. J'ai démarré ma voiture tranquillement. C'est ce qu'elle a maugréé. Elle a maugréé, certainement sur mon dos. Mais moi, je suis parti. J'ai remis. Moi, j'aime bien cette loi. Parce qu'avant, elle m'aurait refusé les 2000 francs là, entre les mains. Donc, quand j'ai ce comportement, la monnaie a une valeur transitoire. Ça n'a pas une valeur définitive dans votre poche. Ça ne sert pas dans nos plats. Pour manger à la maison. Ça passe d'une main à une autre. Ça quitte votre main à ma main et de ma main à la main de Kader jusqu'à finir à nouveau à la BCAO. Il ne faut pas briser la chaîne. Absolument. Ça finit à la BCAO. La BCAO reprend son argent, recycle et nous ressort du bien neuf. Mais je ne comprends pas. Pour quelque chose que vous n'aurez pas à bouffer, vous rejetez. Mais qu'une loi vienne corriger ça, mais ça tombe bien. Alors, vous appréciez plutôt ce bilan-là, un bilan positif pour le président Joseph Djogbenou. J'ai envie de vous demander quel chantier attendez-vous en priorité pour la prochaine session? Ah oui, à la prochaine session, n'oubliez pas que nous avons 6 ans de vacances politiques. La trêve. Alors, quand vous êtes en trêve, donc les questions orales au gouvernement, les questions d'interpeller le gouvernement, on parle de trêve. S'ils le font trop, le Sénat va dire arrêtez ça. Parce qu'on a des trêves. Quand on parle de trêve, les questions d'ordre politique. Mais ça n'empêchera pas les questions d'actualité où on peut interpeller un ministre pour comprendre le bien fondé de telle décision qui concourt au bien des populations. Ça sera fait. Et croyez-moi, il y a quand même un certain nombre de pontes à l'Assemblée nationale, dont le président Djogbenou lui-même. On connaît un peu son histoire, on connaît son caractère, on connaît son niveau. C'est un professeur titulaire de droit. Donc, qui est président de l'Assemblée nationale, il ne va pas s'asseoir dans son siège juste pour attendre pendant 6 ans la trêve politique. Je crois que l'Assemblée nationale, après avoir fait son devoir pour cette première session, il a fait son devoir. Liquider les affaires courantes les plus urgentes pour le moment. Je crois que pour les sessions à venir, il n'y aura pas que le gouvernement qui a dit de faire, qui n'a pas dit de faire. Il y aura des lois qui seront initiées pour corriger beaucoup de situations, beaucoup de torts que nous constatons dans nos sociétés où il faut redresser, situations fâcheuses, malheureuses qu'il faut essayer d'arranger, d'aménager, de corriger, de refaire, de nettoyer, de polir. Il y aura suffisamment de lois qui vont être votées. L'Assemblée nationale va travailler pour ces choses-là. Ne voyons pas l'Assemblée nationale comme la chambre qui est tout le temps là, dit le gouvernement est mauvais, le gouvernement fait ci, le gouvernement fait ça. C'est bon de temps en temps. C'est bon pour le citoyen de savoir qu'il y a des personnes
qui se préoccupent de leur vie, qui se préoccupent de leur situation, qui se préoccupent de leur existence. C'est vrai. Si l'Assemblée nationale ne le fait pas tout le temps et régulièrement bien, je crois que le Sénat va le faire. Donc, il n'y aura pas de souci. Moi, je n'ai pas de difficulté à voir. Alors, on va finir, on va continuer avec un sujet. Je sais que vous êtes un passionné du football. Là, il s'agit du football au niveau national, donc la Fédération béninoise de football. Et après 8 ans à la tête de l'organisation, Mathurin Deschacus, le président, ne se représente pas. L'élection est fixée maintenant pour le 22 août. Déjà, quel bilan vous faites des 2 mandatures du président Deschacus? Un bilan un peu mitigé, il faut le reconnaître. Positif. D'abord parce que nous avons connu quand même des participations à la Coupe d'Afrique, même si nos équipes n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on a espéré. Je crois qu'on a eu la participation de 2019 en Égypte, où on a éliminé quand même en 8e de finale le Maroc, pour se faire éliminer par le gagnant, c'est le vainqueur plus tard de l'édition, le Sénégal, en quart de finale. C'était pas mal comme bilan. C'était d'ailleurs la première fois que c'est arrivé dans notre histoire du football. Même si on n'a gagné aucun match, on n'a gagné aucun match pour y aller. On a fait des matchs nuls. Et on a été qualifiés. L'addition des matchs nuls nous a conduit au quart de finale. Parce que contre le Maroc, on a fait 1-1. Et le 1-1, tir au but. Tir au but, on est allé en quart de finale. Et le vrai match, le vrai challenge, le Sénégal nous a éliminés. Alors, deuxième qualification, je crois que c'était récent, toujours chez les Maghrébins, au Maroc. Donc, je crois que c'était l'année dernière seulement, non? Ou cette année déjà? Janvier 2025, cette année, au Maroc. Donc, cette année, c'est 2026. Hein? 2026, oui. L'année dernière. Il parle de la Coupe d'Afrique 2025. Je crois que c'est 2025. Mais ça a été joué, je crois bien, cette année. Ça a été joué. Donc, ils ont commencé certainement en décembre pour finir en janvier. Ce qui est certain, c'était la Coupe d'Afrique 2025. Parce que le prochain sera 2027. Tout à fait. Alors, donc, deuxième participation, je crois encore qu'on est passé en 8e de finale. Également, on est sorti de notre poule. On a été bon 3e et on est tombé sur plus fort que nous, l'Égypte. On est allé en prolongation. Et on aurait pu encore aller les titiller en tir au but, mais ils ont été plus forts. Ils nous ont éliminés. Alors, ce qu'il faut retenir quand même, c'est 2 participations en 8 ans. Ce n'est pas peu, parce que sur les 8 ans, il y a 4 qualifications possibles, à raison d'une qualification chaque 2 ans. On aurait pu faire mieux. Parce que la différence, c'est que c'est sous le règne du président Talon, et il aime énormément le football, il a mis beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il a construit 23 terrains synthétiques, ce qui n'existait pas avant. Donc ça veut dire que le football a eu un appui institutionnel énorme qui n'existait pas. Donc, on a eu que des terrains synthétiques partout. Ça veut dire que le championnat se joue sur des terrains qualifiés, homologués, où on prend du plaisir à faire circuler le ballon. On a eu, par le passé, sous Anjorin, les champs de patates. Vous allez jouer, parce que Esaïe jouait le championnat en ce moment. Esaïe a joué sur des champs de maïs, a joué dans les champs de maïs, dans des champs de patates. Vous n'êtes pas, un bon joueur technique n'est pas capable de contrôler le ballon à 2 actions de suite, c'est impossible. Le champ en face va te retenir, va te ralentir. Ou quand il pleut, c'est fini. C'est des trous d'inondation un peu partout. Tu jettes le ballon, ça tombe là dans la flaque d'eau, ça te revient en pleine figure et c'est relancé encore comme ça. Ce qui a été très utile aussi pour les équipes de Esaïe, puisqu'on en parlera tout à l'heure, il y a de très bonnes nouvelles. Non, ce n'est pas ça qui a permis à Esaïe d'être qualifié. Ça a été de la formation. Ça n'a pas permis à Esaïe d'être qualifié pour la Coupe d'Afrique. Non, loin s'en faut. On serait meilleur même parce que Esaïe est la seule équipe au Bénin à entrer en phase de groupe de la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, jusqu'à présent, personne ne l'a encore fait. C'est un record que nous détenons. Est-ce que le fait d'être passé par les champs de maïs, n'a pas contribué à ces résultats? Non. On aurait joué aujourd'hui dans le football tel que c'est aujourd'hui, où le gouvernement donne 80 millions, s'il vous plaît, au club minimum par année, que Esaïe aurait été plus fort. Quand on jouait, on n'avait pas ça. Le gouvernement ne donnait même pas 10 francs. Donc, ça veut dire que le budget se fait. J'ai fait une Coupe d'Afrique avec le budget personnel, le budget de l'institution Esaïe, et non le budget du gouvernement.
Jusqu'à un moment donné où le ministre des Sports alors a dû introduire une communication en conseil des ministres pour dire mais félicitons cette équipe-là qui représente le Bénin. Parce que quand c'est diffusé sur Canal+, on parlait du Bénin. Esaïe Football Club du Bénin, qui représente le Bénin. On ne parlait que du Bénin. Au point où le président Talon a accepté que les 3 derniers matchs, que ce soit le CVO qui paye les billets de déplacement pour l'équipe. C'est jamais arrivé pour le Bénin. Donc, l'apport institutionnel est tellement important pour le football que sous les 8 ans du président de Jacques, ils ont eu cet apport-là. Ce que les autres n'ont pas eu. Alors ça veut dire qu'avec l'apport, les terrains, l'argent qui accompagne, on devrait faire mieux que ce qu'on a fait. Donc je suis totalement d'avis que le bilan est mitigé. Il a fait ce qu'il a fait. Le football féminin, par exemple, a connu un essor qui n'existait pratiquement pas. C'est sous son mandat, sous ces 2 mandats qu'on a eu ça. La preuve, les enfants sont qualifiés là pour la Coupe du Monde en Pologne. C'est un exploit d'aller à la Coupe du Monde avec les femmes au Bénin. Nos filles ne savaient pas jouer au ballon. Elles savaient faire des buntu. Quand elles sortaient de la récréation. Vous savez ça, buntu? Bien sûr. Vous avez fait buntu? Ah oui, ça a marqué des temps forts de notre enfance. Ça continue encore les buntu. De notre enfance. Ça continue des buntu. Aujourd'hui, maintenant, la fédération a arrêté les buntu au profit du football. De sorte que les enfants jouent au ballon aujourd'hui, à partir du collège. Vous avez vu, on vient de finir là, le championnat scolaire. Et ces championnats scolaires sont qualifiés, ils sont allés s'affronter aux autres scolaires des autres pays du monde. Et le Bénin n'a pas fini toujours dernier. Parfois, il finit 2e, ils finissent 3e, ils finissent 4e. Les enfants ont appris à jouer au ballon. Et ce qui est encore plus important, ce n'est pas parce que c'est des clubs de Cotonou, non. Vous voyez les filles, j'ai vu Basila massacrer des clubs plus proches du méridional, massacré 6-0. Mais comment on peut apprendre à jouer au ballon à Basila? C'est pour vous dire, pour vous avouer, pour vous confesser les merveilles que cette histoire a pu produire à un moment donné. Cette émulation, cette lévitation que nous vivons aujourd'hui, grâce à cette révolution créée, 8 ans de mandat et 10 ans de la gouvernance du président Talon. Qui a accompagné ça? Parce que si l'OPSU n'a pas organisé le championnat scolaire, on ne peut pas avoir ces résultats. Et on n'allait pas découvrir tous ces talents qui sont cachés. Si les terrains ne sont pas construits... C'est difficile d'aborder des sujets du football ou du sport en général. Malheureusement, c'est justement, on sent qu'il est passionné. Mais permettez-nous d'avancer si vous permettez, j'ai quand même une question à lui poser pour savoir, est-ce qu'il n'est pas animé par une fibre patriotique aussi de prendre les rênes de la Fédération régionale de football pour peut-être pas... Surtout que la discussion aujourd'hui, c'est Martin Deschacus ne se représente plus. Qui le prochain président de cette institution? Vous n'avez pas les ambitions de diriger la fédération? Je connais suffisamment le football. J'ai été déjà vice-président de cette fédération 2 fois de suite. Donc, et j'ai été président du club. D'ailleurs, le club Esaïe, l'autopopo m'appartient toujours parce que c'est une convention qui me lie à la loterie. Ah bon? Donc, oui, évidemment, c'est une convention. C'est une convention. On a la convention. Donc, si l'autopopo ne respecte pas sa convention, je peux reprendre mon club. Alors, Zakia Talunius, si vous le permettez à Progrès, j'ai quand même envie de poser une question à Clément Adeoti Adéchian. Chaque fois qu'on parle de football, comme vous avez si bien eu à le noter, on sent que l'homme est très passionné du sport, de football. On a vu là où il a pu amener Esaïe à des niveaux assez honorables pour la République du Bénin. Et on est tenté de lui poser la question de savoir, est-ce que l'homme n'a pas des ambitions, après avoir été vice-président de la Fédération béninoise de football, de diriger la Fédération béninoise de football pour peut-être mettre son expertise, notamment au service du sport béninois? Je n'y renonce pas. Moi, je pense quand même bien, s'il faut placer l'homme qu'il faut, la place qu'il faut, j'ai le niveau intellectuel qu'il faut, parce que la fédération, c'est d'abord ça. Connaissance intellectuelle du milieu du football, et ensuite connaissance managériale du football. Tout le monde n'a pas la capacité intellectuelle à prendre des décisions qui se situent. À avoir entre 1000 choses à la fois, quand ça va vous tomber dessus. Parce que c'est ça le problème. Quand 1000 tombent de part et d'autre, il faut pouvoir retrouver l'unité, le plus important pour avancer. Alors, c'est difficile d'aborder avec vous les sujets sur le football. Vous êtes exactement, il est très passionné. Très passionné, et le temps qui nous est imparti, vraiment,
maintenant On sera même terminée. obligé de zapper le rituel des cartons aujourd'hui. Exactement, on va zapper le rituel des cartons. On va se retrouver la semaine prochaine. C'est sûr que vous aurez davantage d'éléments pour mieux apprécier l'évolution de l'actualité. Ainsi va donc le Bénin cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain, toujours debout sur le plateau de Point Levé, avec le Point Levé et les regards grandement ouverts sur l'évolution de l'actualité nationale.